exemple, on voit un peu le travail qui a été fait à l'époque. Il y a une référence de Jean Jaurès par rapport à 1878, le traité de Berlin. Et en fait, il y avait déjà eu une délégation arménienne qui disait qu'il y avait des problèmes dans l'Empire ottoman et ce serait bien quand même de pouvoir les régler. Alors il faut imaginer qu'effectivement, c'est même bien avant les massacres arméniens de 1894, donc on comprend bien qu'il y avait une problématique, mais de façon évidente, on n'était pas prêt à parler de ces choses-là et de régler le problème concrètement. Plus ça. Il faudra que tu fasses quelque chose avec la climatisation. Ouais, mais on maîtrise pas ça, nous. Je vais aller les voir. Oui, si on l'arrêtait complètement, ça serait bien. Parce que moi, je le vois, on est tous habillés. Et toi qui dois sortir du pôle Nord. Mais... Je sais pas. Et encore, je me demande si... Ou alors si je vais me réchauffer de la terre. Alors, la problématique est la suivante. On a des problèmes déjà dans les guerres balkaniques en 1912-1913. On a les problèmes ensuite de la Première Guerre mondiale à partir de 1914. Les événements de Gallipoli en 1915, qui sont évidemment associés aux mêmes dates que le génocide des Arméniens. D'ailleurs, maintenant, on commence à faire des études où on relie les deux événements. Donc, l'expédition des Anzac avec la protection des Arméniens, Assyriens, évidemment, et aussi les Grecs du Pont. Maintenant, on parle plutôt de triade, d'ailleurs, de génocide, essentiellement à partir de 2006 au niveau européen, et après, ça a été confirmé en Suède en 2010, par la suite dans le cadre australien et aussi américain. Alors, dans cette thématique, pour nous maintenant, c'est évident de parler de génocide et que cela ne nous pose aucun problème. Il faut savoir à l'époque, donc Gilles l'a très bien dit, on n'utilisait pas ce terme, pas parce qu'en fait on ne connaissait pas, c'est parce que c'était bien pire, on n'y avait même pas pensé. Donc on considérait qu'un crime c'était déjà grand en soi. On a fini par parler par la suite, grâce à Lemkin, d'actes de barbarie. Lui-même s'est rendu compte que la barbarie était bien trop générique pour spécifier quelque chose, donc il a finalement décidé de créer un mot, donc à partir de génos du grec et de cide du latin. Il l'a fait exprès parce que normalement c'est justement un barbarisme de mélanger les deux langues dans le même mot, mais il voulait montrer qu'il fallait que ça soit universel, c'était une façon de le faire de manière effective. Alors, la problématique avec Lemkin, elle commence bien avant la Shoah. Souvent, c'est mal interprété parce qu'on croit que, comme il était juif, polonais, juriste, qu'il avait dû être influencé par ça, et comme finalement ça n'apparaît officiellement qu'en 1948, la plupart des gens considèrent que ça a été influencé par le procès de Nuremberg, mais c'est faux. Parce qu'en fait, Lemkin travaillait depuis longtemps à ce sujet. Alors, ça c'est intéressant pour nous, je parle aussi pour les gens qui sont présents et qui ont subi des génocides dans leur histoire, c'est qu'en fait, pour définir la notion de génocide, il va utiliser des exemples, on va dire en fait des paradigmes. Et dans ces paradigmes, eh bien, il va utiliser le génocide des Arméniens, le génocide des Assyriens, le génocide des Grecs, il va utiliser aussi les génocides de Nama, et en fait, c'est des choses qu'on a découvert finalement après 1985, parce que finalement, le travail qui avait été fait du point de vue des génocideurs allemands en Namibie avait été tellement efficace qu'on avait quasiment oublié ce génocide. Alors, pour revenir un peu en arrière par rapport à ces notions, vous savez que la plupart des gens connaissent la Shoah en tant que génocide générique. Après coup, on a mis en évidence le génocide des Ukrainiens, le Holodomor de 32-33. Là, c'est encore un cadre géopolitique. Après, on a insisté sur le génocide des Arméniens avec une étendue, c'est pas simplement 1915, en disant que c'était le premier génocide. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la Namibie, c'était encore avant. Donc pour vous dire qu'en fait,
À partir du moment où on a une définition qui clarifie les choses, eh bien, si j'ose dire, les génocides se sont multipliés. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on ne savait pas les nommer, mais il faut bien se rendre compte, par exemple, que dans les études de Lemkin, on le voit dans ses archives, il va travailler aussi sur le massacre de Chios, qui n'est pas interprété à l'heure actuelle comme un génocide. Et plus important, bien sûr, pour nous et pour la suite, il va travailler aussi sur la notion de goulag. Alors, définir un peu les objets par rapport à ça, c'est des notions qui seraient applicables aussi en Corée du Nord, actuellement. Alors qu'en fait, justement, on est un peu gêné par l'absence d'une complémentarité dans sa définition. En réalité, il avait voulu mettre l'ensemble, mais il n'a pas pu le faire. Alors, la raison essentielle à l'époque, parce qu'en fait, on est quasiment 10 ans avant les événements, eh bien, les événements de 48, je veux dire, de la définition officielle au niveau des Nations Unies, qui est quand même quelque chose de colossal, parce qu'en fait, il a été essentiellement seul, et il ne les a convaincus que vraiment en martelant sans arrêt cette notion. Eh bien, il faut se rendre compte d'abord qu'on a des contraintes, et certainement Hilda parlera des contraintes analogues au niveau européen. À l'échelle des Nations Unies, comme on a les membres permanents, eh bien les membres permanents, ils ont droit de veto. Et Lemkin s'est rendu compte rapidement, on lui a fait comprendre aussi, que s'il continuait à formuler une définition qui pourrait englober la notion de goulag, eh bien il aurait le veto de l'Union soviétique à l'époque, ce qui fait qu'il n'y aurait pas eu du tout de notion de génocide. Donc, prenant conscience de ces difficultés réelles et politiques à l'époque, eh bien, il a évité de mentionner ça, mais cela n'a pas empêché, par exemple, en 1953, de faire une conférence aux Nations Unies sur le génocide des Ukrainiens. C'est pas qu'il l'avait oublié, c'est pas qu'il avait renié sa foi, si vous voulez, c'est qu'il s'était rendu compte que s'il faisait une attaque frontale, ben, il aurait un résultat négatif. Donc il a préféré une attaque latérale, on va dire comme ça, du point de vue stratégique, pour obtenir ce que nous, maintenant, on utilise. Ce qui est très important pour les peuples qui ont subi un génocide, c'est qu'eux-mêmes n'étaient pas capables d'appeler ça un génocide. Alors vous allez me dire, c'est pas très surprenant, puisque la plupart du temps, les gens, quand ils sont victimes, ils ont du mal à voir l'acte à leur rencontre comme un acte criminel. Ils ont l'impression que c'est de leur faute. Ils ont fait quelque chose de négatif, qui a commencé avec Dreyfus, c'était assez caractéristique aussi. La plupart des peuples qui ont été génocidés travaillent dans un premier temps dans le cadre de la victimologie. C'est-à-dire qu'ils ont le point de vue de la victime et ils ont beaucoup de mal à définir des données géopolitiques. Et ensuite, ils ont beaucoup de mal à accepter qu'ils ne peuvent être qu'un détail dans un rouage géopolitique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si nous, on était vraiment très armés et on voulait sortir par cette porte qui est derrière vous, eh bien, les gens qui seraient devant nous auraient un problème technique. Pas pour très longtemps, mais en tout cas, ils ne seraient pas visés. Et le problème de la victimologie, elle considère que les gens sont visés spécifiquement. Et ce qu'a mis en évidence Lemkin, c'est qu'en fait, on a des processus bien plus généraux. Les gens sont visés, mais si vous voulez, ce sont des victimes d'un processus qui est plus global. Donc il y a des visions géopolitiques et stratégiques. Et en fait, on pourrait dire en résumé, pour voir ce que je veux dire, c'est que si ces gens-là étaient d'un seul coup déplacés à un autre endroit, il n'y aurait pas de problème. Donc en fait, il ne faut pas considérer les victimes comme des victimes seules. Elles sont victimes sur un territoire. Et si ce territoire est devenu la cible d'une géopolitique, ils vont être les victimes de cette cible sans forcément que ce soit pour eux. Alors vous allez me dire, oui, mais ils font quand même des différences puisqu'ils n'éliminent pas tout le monde. C'est absolument vrai. Mais c'est aussi un principe qui est analysé dans les phases de Stanton. Quand on veut établir un génocide, il faut avoir des coupables. C'est assez intéressant parce que
on ne commence pas par des victimes, on commence par des coupables. Donc en fait, on va rendre coupables des personnes de façon arbitraire. On va par ailleurs dire qu'elles ne sont pas exactement humaines. Donc ça compte moins si on les tue, voire pas du tout. On a des exemples de ce genre, même à l'heure actuelle, avec des organisations terroristes comme Daesh. Donc c'est bien d'avoir ça en tête. Et à partir de ce moment-là, on va se rendre compte qu'il va y avoir des populations qui vont être, on va dire, pas positives forcément, mais au moins neutres. Et le problème, c'est que la neutralité, comme l'a dit Elie Wiesel, quand on est neutre entre le bourreau et la victime, on est toujours du côté du bourreau. Et donc on va avoir des situations qui vont se répéter dans l'histoire. Et le premier problème qu'on voit via les travaux de Lemkin, c'est que les génocidés n'apprennent pas bien, alors que les génocideurs apprennent très bien. C'est-à-dire que les génocidés ont du mal à parler en termes de victimes, donc elles ont du mal à transférer des savoirs, par exemple la survie, alors que les génocideurs, ils n'ont aucun problème pour parler de leur procédé. Alors un exemple concret, puisqu'on a parlé de la Namibie, c'est assez surprenant, mais les massacres en Namibie sont reliés à la France. Alors vous allez me dire comment? Eh bien, en particulier à l'Alsace et la Lorraine. En réalité, donc, quand on est sous occupation allemande en France, eh bien, les responsables allemands se sont rendus compte que les Français ne se mettraient jamais au pas. Alors qu'ils avaient prévu, dans un premier temps, avec une vision, disons, plus allemande et plus cohérente, qui finirait par se mettre au pas à partir de 1870. Donc ça va durer un bon moment et ils vont finir par réaliser que ça ne marchera jamais avec les Français. Et à partir de ce moment-là, comme ils vont vouloir faire un empire colonial, ils vont décider qu'en Namibie, ils vont exterminer les personnes sans essayer de les soumettre à la loi allemande. Donc, une technique qu'ils ont utilisée et qui a raté en Alsace et Lorraine, ils l'ont modifiée pour la faire fonctionner en Namibie. Et là, ça a marché. Ça a tellement marché que, comme je le disais tout à l'heure, on a fini par oublier un génocide. Et on l'a tellement oublié que on a oublié aussi que les Allemands étaient conseillers des Turcs avec le génocide des Arméniens. Alors souvent, on se dit, mais comment ça se fait? Quel est le rapport? Si vous remontez à 1870, vous allez ensuite à 1904, 1908 et vous arrivez à 1915, eh bien, vous vous dites quand même qu'il y a une certaine cohérence dans cette vision. Et en fait, il parlait déjà à cette époque d'efficacité dans l'acte de barbarie, qu'on va retrouver très facilement dans la Seconde Guerre mondiale, où on va avoir des études scientifiques sur la quantité de gaz qu'il faut mettre pour être sûr que ceux qui tombent les premiers soient bien morts et qu'ils ne soient pas recouverts par les cadavres des autres, ce qui fait que quand on ouvre la chambre à gaz, on soit bien sûr que tout le monde est mort avec le minimum de coups. On va avoir aussi le transfert au niveau du train, quelque chose qui est intéressant à voir et qui est analysé aussi, c'est, vous voyez, le génocide, par exemple, des Juifs s'effectue en Allemagne, mais la plupart des camps de concentration sont en Pologne. Ce qui, en fait, montre qu'il y a une incohérence technique. Alors, comment l'expliquer? Eh bien, la différence, ça a été dit par un rescapé de Auschwitz, il disait que pour les Allemands, tuer des Juifs, c'était un devoir, alors que pour les Polonais, c'était un honneur. Donc en fait, ils se sont rendus compte qu'il était préférable de mettre des camps de concentration dans un pays qui était plus loin que l'Allemagne à ce moment-là, en disant que même s'ils se rendraient compte de ce qui se passe, personne ne dirait quoi que ce soit, parce que finalement, ils considéraient que les Allemands faisaient le travail des Polonais. C'est assez intéressant de voir ça, parce que si vous prenez ça de façon cohérente, il n'y a pas de raison, en voulant éliminer les gens sur place, de les amener en Pologne avec toute la logistique que ça suppose au niveau des trains. Mais si on regarde le cadre géopolitique et la situation sociale, il y a une explication
concrète, cohérente, qui permet de voir pourquoi ça a été utilisé. L'autre problème aussi que met en évidence l'approche du génocide, je vais vous la dire de façon brutale, comme ça on verra si ça va vous choquer. La personne qui s'occupe que d'un génocide, leur, ne s'occupe de rien. Le point de vue de Lenkin, c'est si on a un terme, il faut qu'il soit utilisé par l'ensemble des gens qui protègent d'autres personnes qui ont subi ces génocides, et il ne faut pas l'appliquer juste à son propre génocide. Donc imaginez, je ne sais pas moi, un Arménien qui s'occupe que du génocide des Arméniens, un Juif qui s'occupe que du génocide des Juifs, etc. etc. Eh bien, le problème, c'est que au niveau des Nations Unies, on ne le voit pas de cette façon. On considère que tout le monde doit travailler dans le même sens. Et là, on a une grande difficulté. Vous le voyez au niveau des États. On a pas mal d'États qui reconnaissent des génocides et ils ne les reconnaissent pas tous. Et c'est assez difficile de comparer les États. Des États qui reconnaissent tellement peu de génocides qu'on se demande s'ils en reconnaissent un seul. Il y en a qui se cachent derrière les génocides officiellement reconnus à l'échelle internationale pour dire pourquoi j'en reconnaîtrais d'autres. Mais ils ont eu un contre-coup avec le Rwanda parce que là, ils ont été pris de court. L'échelle internationale est allée plus vite qu'eux. Et finalement, ils ne sont encore pas dans cette reconnaissance. Alors, ce que je dis, c'est générique, ça ne concerne pas seulement la France. La France est évidemment concernée, parce que c'est toujours pareil. Quand on a un pays des droits de l'homme, et on pense vraiment l'être, et être un paradigme pour les autres, eh bien, on va se rendre compte que la France, par exemple, a reconnu très peu de génocides. Alors qu'en fait, elle fait un énorme travail de lobbying dans d'autres pays pour qu'ils reconnaissent des génocides. Le problème aussi, c'est que des génocides qui sont corrélés, par exemple comme le génocide des Arméniens, des Assyriens et des Grecs, eh bien, quand on a une situation où on a un pays qui reconnaît que l'un des trois ou deux des trois et jamais les trois, on a une problématique. L'autre problématique qu'il faut bien mettre en évidence, c'est que dans la définition de génocide, il n'y a pas eu le nombre de morts, donc le nombre de génocidés. C'est très important parce que sinon, vous pouvez imaginer ce que ce ferait, c'est que les génocideurs s'arrêteraient juste avant la limite, pour que ce ne soit pas qualifié de crime de génocide, que ce soit simplement, par exemple, un massacre technique, etc. Alors, c'est assez important parce que souvent on fait des comparaisons entre les génocides. C'est une erreur stratégique de parler du nombre en termes de victimes. Bien souvent on le fait pour dire que c'est quand même vraiment important, on ne parle pas de 2 ou 3 personnes. Mais dans les faits, si vous regardez la définition du génocide au niveau des Nations Unies, il n'y a pas le nombre de victimes et ça a été fait de façon, si vous voulez, choisie et stratégique pour éviter des génocides, si vous voulez, non tangibles. Alors, dans ce cadre-là, ce qui est important de mettre en évidence, c'est que, et on l'a reconnu même en termes de victimes, l'union des victimes pour les reconnaissances de génocide est plus efficace que les reconnaissances seules. Alors là, on a un paradigme phare avec le génocide des Arméniens, parce que comme il n'est pas reconnu à l'échelle mondiale de façon globale, eh bien, il a fallu qu'ils commencent à faire ce travail d'union avec d'autres peuples génocidés pour dire que si on se mettait à 2 ou à 3, est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir quelque chose? Donc, comme je le disais précédemment, les premiers résultats tangibles sont venus en 2006, et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'effectivement, des peuples qui vont ensemble convaincre un pays, je parle là maintenant des reconnaissances étatiques, pas des reconnaissances à l'échelle de l'ONU, eh bien quand ils vont ensemble et qu'ils définissent les mêmes objets, ils créent des relations multiples, on a une approche multilatérale et on se rend compte que finalement ils arrivent à mettre le bourreau eh bien, seul, alors qu'eux, ils sont unis, et ils disent la même chose, et ça, c'est construit. Ça présuppose évidemment que les gens connaissent les génocides des autres. Par exemple, je ne vais pas le faire, vous inquiétez pas, mais imaginez par exemple qu'ici, avec Hilda, on vous dise, voilà, on va vous dire 10 noms de génocides, et vous devez parler 3 minutes pour chacun d'entre eux. Donc il y en a déjà qui s'inquiètent en se disant, est-ce qu'ils vont le faire? Donc je disais que c'était théorique, mais
est-ce que vous avez en tête déjà 10 noms de génocides? C'est un problème. Si en plus on vous dit de parler pendant 3 minutes pour chacun d'entre eux, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a des génocides, par exemple, je n'ai pas mentionné encore, comme le génocide des Cambodgiens, ce n'est pas rien ce qui s'est passé, et on a du mal à avoir une vision globale. On a évidemment, on en a parlé avec le génocide du Rwanda, mais il faut penser aussi au Burundi. Et on a du mal, des fois, à savoir, par exemple, le positionnement. Je vous donne un exemple concret. Vous voulez parler d'un pays. Ben, des fois, vous avez du mal à savoir quels sont les pays qui sont frontaliers. Si maintenant je vous disais que connaître un pays, c'est simplement quand vous connaissez tous les pays frontaliers, eh bien, vous allez vous rendre compte que votre liste de pays connus est très faible. Et c'est le problème qu'on a, en fait, dans les études de génocide, parce qu'on a l'impression, dans un premier temps, qu'un génocide se fait de façon close dans un pays, alors qu'il est en relation avec ce qu'il y a autour. Si par exemple le génocide qui est effectué en Turquie commence par le fond de l'Anatolie et pas par les rives sur la mer Égée, ce n'est pas par hasard. Parce que c'est le problème de l'accès à l'information. Donc en fait, il faut imaginer par exemple que la Turquie, elle est coupée à la base comme si c'était un tronc, donc en Anatolie, ce qui fait que ça va transformer la Turquie en île, techniquement. Et ensuite, cette île va être nettoyée par les génocideurs de manière, si vous voulez, interne, visible, mais externe, pas vraiment visible. Ce qui fait qu'on va avoir une reconnaissance officielle, en réalité, qu'à partir de 1922, où là, on va se rendre compte qu'il y avait quand même vraiment énormément de victimes. Alors, si vous réfléchissez bien, puisque vous avez vécu tous le génocide du Rwanda, si je vous pose des questions sur les Tutsis et les Hutus, est-ce que vous êtes sûr de répondre que qui a fait quoi? Eh bien, cette différence-là, c'est comme si vous mélangiez un grec et un turc. Donc quand on ne connaît pas bien, eh bien, on a l'impression que à peu près tout est équivalent. Alors les études de Lemkin ont montré que si on n'a pas une connaissance profonde de l'histoire, du passé, des références, par exemple qu'a utilisé Gilles, à partir de 1878 pour comprendre ce qui s'est passé en 1915, on a l'impression qu'il y a une décision arbitraire qui a lieu à un moment sans contexte historique. Alors qu'en réalité, les génocides, ils sont tous préparés. C'est tous un travail de longue haleine. Il y a ces 10 phases actuellement de Stanton, où ce travail de préparation se fait sur une échelle de, ça peut être de dizaines d'années. Alors qu'on a l'impression, quand ça arrive, on se dit, comment ça s'est passé si vite? On a été surpris. Non, on n'est pas tous surpris, mais en fait, on est très peu crédules. Donc même si on a des personnes qui sont spécialistes et qui nous disent, vous savez, ça commence à ressembler à un génocide. Je vous cite l'exemple de Darfour, où il a fallu arriver à un stade où les gens ont dit, est-ce que vous attendez qu'on arrive vraiment au génocide pour dire que c'est un génocide, ou est-ce que vous allez arrêter le processus un peu avant? Et ça, on l'a vécu récemment. Le génocide des Yazidis. Bon, on a des pays qui l'ont reconnu, et il y en a certains d'entre nous, certainement, qui se posent la question, est-ce que c'est vraiment un génocide? Et on a toujours ce problème de critères. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que finalement, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose, c'est ce qu'on pourrait appeler les droits de l'humanité. On a du mal à imaginer l'humanité comme une entité. On visualise de façon plus concrète les hommes, et on dit que l'ensemble des hommes constitue l'humanité. Alors la définition de l'humanité, il faut voir dans quel sens je veux l'utiliser. L'humanité n'est pas simplement l'ensemble des hommes qui vivent, c'est aussi ceux qui sont morts. Si vous enlevez les morts de l'humanité, vous commettez un génocide bien plus grand que tous ceux qui ont été effectués. Il faut aussi mettre les non-nés. Alors, ça peut paraître surprenant, mais je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple que l'humanité, ça soit ce drapeau-là. Eh bien, nous, en gros, on est cette tranche. Et ça, c'est les morts. Et ça, c'est ceux qui vont venir. Et nous, souvent, on dit, ben voilà, c'est ça l'humanité.
Bien, si on a une définition de ce type pour l'humanité, il faut vous rendre compte qu'en gros, l'humanité change tous les 25 ans. Donc on confond la notion de société avec l'humanité. Si on aborde l'humanité de cette façon, on pourrait se dire, est-ce que l'humanité a le droit d'avoir des droits? Par exemple, de ne pas être victime d'un crime contre elle. On dit ça, crime contre l'humanité. Et je vais être un peu plus spécifique, c'est vraiment à la limite de la recherche de ce qui se fait en ce moment. Et pour vous dire ceci, le génocide, pour l'instant, c'est techniquement pire qu'un crime contre l'humanité, puisque le crime contre l'humanité, c'est plus vaste. En réalité, ça a été fait parce que on a mis en place le genre, génos, et on n'a pas mis l'humanité. On s'est rendu compte après coup que normalement on devrait mettre le crime de l'humanité comme pire. Je vous donne un exemple. Si vous mettez par exemple des bombes atomiques et vous détruisez toute l'humanité, est-ce que vous considérez que c'est un génocide? Bien sûr. Parce que c'est seulement un génocide. On sent bien que c'est un peu plus haut encore, alors qu'on a l'impression que le génocide c'est le sommet. En réalité, le génocide c'est la première étape dans ces catégories. Il y a des autres catégories qui sont plus subtiles à mettre en évidence. Par exemple, imaginez la destruction de l'ensemble des choses écrites dans l'humanité. Les livres, les ordinateurs, tout ce que vous avez écrit. Eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez du mal à le définir comme crime. Vous comprenez tout ce que je veux dire, on est d'accord. Mais vous diriez quoi? Que c'est un crime contre l'humanité? Que c'est une barbarie? Que c'est un génocide? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, les génocideurs, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas pour but d'éliminer des personnes. Ils ont pour but d'éliminer des civilisations. Alors ça peut paraître choquant pour les personnes, et puis là je parle aussi des victimes, hein, des peuples victimes, mais justement ceux qui travaillent vraiment sur ces sujets le comprennent mieux. Si on voulait vraiment éliminer que les personnes, pourquoi détruit-on les temples, les églises? Pourquoi brûle-t-on les livres? En réalité, les génocideurs sont des tueurs de civilisation, mais, et on va aller un peu plus profondément maintenant, c'est des tueurs de temps. Ce qu'ils voudraient, c'est effacer l'espace temporel où vit une civilisation. Leur problème, c'est pas de l'effacer seulement, c'est qu'ils voudraient que personne s'en souvienne. Eh bien, une façon d'éliminer, si vous voulez, les gardiens de la mémoire, c'est d'éliminer le temps, littéralement. Donc, ce qui s'est passé, l'exemple que je vous donnais avec la Namibie, 1904-1908, on ne redécouvre ce génocide qu'après 1985. Et les travaux sur ce génocide ne démarrent qu'en 1990. Alors, des fois, nous, quand on travaille sur le génocide des Juifs, des Arméniens, des Assyriens, on dit quand même quel temps perdu. Là, c'est encore pire. Parce qu'il faut redéfinir les objets. Il y a énormément de vide dans l'espace temporel. Et il faut imaginer aussi qu'on est en train de travailler sur un pays qui est un des plus arides au monde, avec une des plus petites densités au monde. Et là, évidemment, quand quelqu'un vous dit ils ont éliminé 80% de la population, eh bien, c'est plus facile. Parce que, regardez, je veux faire quelque chose qui est terrible. Au lieu de compter le nombre de victimes, je vais faire le rapport. Vous voyez? Par exemple, le génocide des Arméniens, eh bien, en gros, c'est 50%. Vous voyez, si on le dit comme ça, c'est vraiment horrible, parce qu'on parle d'1,5 million. Mais si on dit 50%, on se dit, c'est la moitié. Alors, ce qui fait que quand vous allez entendre 80%, on va se dire, mais 80%, comment ils ont fait? Évidemment, ils étaient moins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut faire attention à ces chiffres. C'est pour vous montrer que si vous dites simplement le nombre de victimes, vous avez l'impression d'impressionner les autres. S'ils passent en pourcentage, vous allez avoir du mal. C'est pour ça qu'on évite ce genre de calcul. Mais,
on peut faire autre chose. C'est se dire, par exemple, si les Arméniens étaient 3 millions à l'époque, si 100 ans après ils seront 3 millions, on a un gros problème. C'est quoi? C'est pas que ils sont simplement morts, c'est qu'il y en a plein qui sont pas nés. On ne met pas dans les victimes les non-nés. Or, c'est ça le point de vue du génocideur, et c'est pour ça évidemment qu'ils éventrent les femmes enceintes, puisqu'on ne peut pas dire que l'enfant qui n'est pas né était déjà coupable de quelque chose. Mais il est coupable de vie. Ils ne veulent pas qu'il vive, même s'il n'est pas né. Donc, si on n'incorpore pas dans l'humanité la notion de non-né et la notion de futures victimes, parce qu'elles n'ont pas pu vivre, par exemple, Daniel se plaint tout le temps que tout va mal, et je lui dis, il n'y a que les morts qui n'ont pas de problème. Alors finalement, il dit, c'est vrai que les problèmes sont faits pour être résolus. Mais là, il faut imaginer, Daniel, que les génocideurs ont mis en place des systèmes où les gens meurent avant de naître. Et ça, c'est vraiment de l'horreur organisée, parce qu'on a l'impression quand même que c'est par rapport à une vision de ce qu'on est. En réalité, on a des visions vraiment géopolitiques qui considèrent que le territoire est important et pas les gens qui habitent dessus. Donc si vous avez le malheur d'habiter sur un territoire qui représente une cible pour une géopolitique, eh bien vous allez être dedans. Alors, je vais vous donner une image peut-être plus poétique et vous expliquer les problèmes qu'on a quand on est spécialiste d'un domaine. Donc, vous imaginez une fourmilière avec des fourmis. Alors, des fourmis très savantes qui savent tout, la fourmilière. Et puis, il y a un autre domaine, c'est le domaine des spécialistes des bottes. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on s'en fout des bottes? Quel est le rapport? Bon, eh bien, c'est très simple. Maintenant, vous imaginez que nous, on est tous des fourmis, tous des spécialistes d'un génocide particulier, pas forcément d'une autre. Et puis, d'autres personnes sont spécialistes de comment marchent les bottes. Bien, il faut vous rendre compte que quand la botte va passer sur la fourmilière, la seule chose qui était importante, c'était de savoir la trajectoire de la botte. Le reste, c'était des détails. Il y a des peuples entiers qui ont été génocidés parce que simplement quelqu'un voulait aller du point A au point B et ils se sont trouvés un intermédiaire. Alors le pire dans cette situation, c'est quand on a des peuples autochtones. C'est-à-dire que, imaginez que, par exemple, Gilles veut aller vers Hilda et moi je suis peuple autochtone. Mais en fait, ils sont arrivés après, les deux. Et moi j'étais là, mais en fait moi je ne savais pas qu'ils arriveraient là. Et quand ils arrivent là, eh ben, Gilles a décidé d'aller embêter Hilda, mais comme je suis sur le passage, ben, il faut quand même tuer Nikos en intermédiaire. Alors moi, évidemment, la première chose que je dis, c'est, ben, il me visait. Et c'est faux. Alors, je vais vous donner une vision erronée, par exemple, qu'ont les Grecs. Les Grecs considèrent qu'ils sont la cible des Turcs. C'est faux. La cible des Turcs, c'est l'Europe centrale. Mais ils ont commis une erreur, les Grecs, c'est qu'ils sont en Grèce. Et ils sont en face de la Turquie. Donc il faut passer. Bien, pour vous le dire, messieurs et mesdames, si vraiment la Turquie avait comme cible juste la Grèce, pourquoi faire 2 sièges à Vienne? Vienne, la capitale de l'Empire austro-hongrois. D'ailleurs, l'Empire austro-hongrois détient le record du monde de guerre contre la Turquie. En réalité, par exemple, la Turquie a toujours voulu être au centre de l'Europe. Elle considérait que ça, c'était très important. Alors évidemment, eh bien, ça commence les problèmes avec les Arméniens et les Assyriens parce qu'ils veulent aller de ce côté. Et avant d'aller d'un côté, eh bien, ils veulent nettoyer l'arrière. Alors vous allez me dire, c'est drôle, c'est technique. Eh bien, je vous rappelle quand même que c'est ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale avec le front de l'Est et le front Ouest. Et pour ne pas avoir 2 fronts simultanément, eh bien, ils ont décidé de faire un blitzkrieg d'un côté pour aller ensuite se ramasser dans la neige. Ça, ils n'avaient pas prévu. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ces techniques sont des techniques de géopolitique et pas de victimologie.
Or, nous, notre point de vue, c'est souvent, eh bien, il faut défendre les victimes, donc on va avoir une approche psychologique, sociale, communautaire, et finalement, est-ce qu'on a une approche stratégique? Je vous donne un autre exemple pour vous rendre compte du problème. Maintenant, imaginons qu'on soit dans un hôpital et on reçoit des patients qui ont été tous frappés. Bon. Combien de personnes faudra-t-il qu'on reçoive qui soient frappées de la même façon pour découvrir qu'il y a une personne qui les frappe? Eh bien, les processus stratégiques, par exemple, comme une leçon de génocide, c'est de dire on va repérer qui les frappe et on ne va plus s'occuper simplement de l'hôpital. Parce qu'en arrêtant une personne, on va acter ses victimes. Le processus mis en place par Lemkin est le suivant. Il faut protéger les innocents avant qu'elles ne deviennent victimes. Et malheureusement, on a encore beaucoup d'associations, même chevronnées, mondiales, qui considèrent qu'un innocent ne doit être protégé que s'il est victime. C'est-à-dire, en fait, on considère que s'il n'est pas encore victime, on ne peut pas accuser quelqu'un. Le problème, c'est que pour l'accuser, il faut qu'il soit mort. Donc, avec la mise en place de la notion de génocide, on a un système de prévention. Vous allez me dire, est-ce que c'est efficace? Bien, moi, ce que je vois, c'est que la société des nations n'était pas efficace, et un des points qu'elle n'avait pas mis en évidence, c'est qu'il lui manquait le mot génocide. Elle ne l'avait pas. Pourtant, on avait des gens vraiment chevronnés, comme des gens comme le président Wilson, qui a eu un prix Nobel de la paix pour justement cette création. Mais finalement, il a fallu qu'on attende les Nations Unies. Alors vous allez me dire maintenant, en général en France, on est plutôt grincheur, vous allez me dire, oui, les Nations Unies, est-ce que vraiment elles nous protègent? Vous savez, ça me rappelle en fait les gestes terroristes en France. Chaque fois qu'il y a quelque chose de terroriste en France, tout le monde gueule. Avant, on n'annonçait pas les actes terroristes qui étaient arrêtés. Donc les gens gueulaient parce qu'ils disaient, voilà, on a eu 3 actes terroristes dans l'année, et ensuite, ils ont commencé à dire, il faudrait peut-être qu'on annonce ce qu'on fait quand même. Donc quand vous entendez par exemple qu'on a eu 100 actes terroristes qui ont été éliminés avant qu'ils se mettent en place, mais on n'a pas réussi sur 2. Eh bien, vous voyez totalement différemment les 2. Alors que quand vous n'êtes pas au courant, eh bien, vous dites, bon voilà, le plan Vigile Pirate, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Regardez ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, regardez le Bataclan. C'est exactement le même principe. En réalité, les Nations Unies arrêtent énormément de processus qui auraient pu aboutir à des génocides, simplement ce ne sont pas diffusés de cette façon. Donc on se dit, eh bien il ne faut pas grand-chose parce qu'on regarde que les victimes. C'est comme si vous prenez par exemple Amnesty International et vous regardez les condamnés à mort qui ont été effectivement exécutés, mais vous regardez que. Et bien vous diriez qu'Amnesty International ne fait pas grand-chose. Alors que vous comprenez bien que ce serait injuste. Parce que si vous regardez tous ceux qui ont été libérés et tous ceux qui n'ont pas été finalement condamnés à mort, eh bien le pourcentage est colossal. Ce que j'essaie de dire, c'est que en fait, l'œuvre de Lemkin, c'est de nous donner un instrument qu'il faut effectivement utiliser avec de la stratégie, mais c'est un instrument judiciaire, juridique, qui nous permet d'aller dans des cours internationales. Alors vous allez me dire, est-ce qu'elles sont efficaces? C'est toujours pareil. Est-ce qu'elles seraient plus efficaces si elles n'existaient pas? Donc l'efficacité dépend évidemment de nous et dépend de notre approche. Ce qui s'est passé en Yougoslavie, c'est très récent, eh bien, si vous demandez aux Français moyens qui était génocideur, qui était génocidé, eh bien, il va vous dire que, en gros, ils étaient par là, quoi. Et il y en a très peu qui sont au courant, alors que ça s'est passé aux portes, et même au sein de l'Europe. Alors, pas de l'Union européenne, mais au sein de l'Europe tout de même. Et ça pose un problème, parce que finalement, on est concerné par quoi? Eh bien, ça remet en place aussi, si vous voulez, le droit d'ingérence de Kouchner, vous vous rappelez? Eh bien, ce droit d'ingérence, maintenant, il est accepté, il est
validé même dans d'autres pays, alors que quand il a été dit la première fois, on lui est tombé dessus en disant « mais qu'est-ce que tu racontes? Comment on va rentrer dans un pays s'il ne veut pas ?» Et il disait tout simplement « est-ce que vous attendrez qu'ils seront tous morts et après on ira ?» Parce que vous savez, l'aide humanitaire, c'est un euphémisme pour dire qu'on ne s'occupe pas de quelque chose sur le plan militaire. L'aide humanitaire, souvent, elle arrive alors que les États ont décidé qu'ils n'arriveraient pas à faire quelque chose, ils ne vont pas intervenir parce qu'ils auront un coût diplomatique, mais après ils sont prêts à envoyer de l'aide humanitaire. Et des fois, on pourrait se dire, de l'autre côté, demandons aux personnes qui habitent ce pays si elles préfèrent une intervention avec le droit d'ingérence plutôt que l'aide humanitaire après coup. Parce que l'aide humanitaire, pour moi, c'est très très bien quand on a des catastrophes naturelles. On ne peut pas faire autrement. Si vous avez un tsunami, vous ne pouvez pas dire c'est la faute des militaires qui ne sont pas intervenus. Bon. Il faut avoir quand même des scientifiques qui sont un peu au courant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on voit bien qu'on laisse faire les choses, alors qu'on a tous les indices, alors qu'on n'est pas surpris, et simplement parce qu'on n'avait pas les outils, on se dit, bon, on verra bien après. Mais après, ils sont morts. Et pas seulement morts, ils sont génocidés. C'est très important aussi au niveau du vocabulaire. À partir du moment où il nous a donné ce mot génocide, c'est vraiment son cadeau, il faut éviter de dire simplement mort. D'accord? Tuer aussi, ça ne suffit pas. Il faut dire génocidé. C'est simple. Génocidé, génocideur, génocide. Le reste, c'est des détails qui, sur le plan juridique, ne servent à rien, parce qu'en fait, on peut être mort de tout. On a eu ce genre de choses, par exemple, on a eu ce qu'on appelle des génocides, comme le massacre blanc, des génocides climatiques. On vous dit, c'est pas de notre faute si, quand ils marchaient dans la neige, ils mouraient. Enfin, qui c'est qui les a forcés à marcher dans la neige pendant des jours et des jours? Eh bien, c'est les autres. Mais, ils ne l'ont pas fait de façon active. On dit ça. Alors, pour conclure, je pense qu'il faut conclure à un moment. Oui. Personne ne me dit. Voilà, très bien. Pour conclure. Donc, on a les outils, on a les instruments, il faut les compléter. Rendre hommage à l'œuvre de Lenkin, ce n'est pas simplement l'admirer, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est d'abord de lire ses archives et se rendre compte que ce n'est pas possible de laisser encore des camps de concentration comme les goulags hors du cadre génocidaire. Donc il faudrait le compléter. Lui, il le pensait que c'était nécessaire. Les mentalités ont changé. On n'est plus dans le cadre de l'Union soviétique. L'archipel du goulag est quelque chose de connu et pas quelque chose d'inventé comme on pensait à un moment, ou seulement littéraire. On voit bien ce qui se passe à l'heure actuelle en Corée du Nord. On sait qu'il y a des camps exactement de la même façon. Et la seule chose, et là je m'adresse à tout le monde de la part de l'humanité, vous savez, chaque fois qu'on est un peuple victime, on dit « mais qu'est-ce qu'ils font les autres pour nous? Qu'est-ce qu'ils font ?» Ou ils n'ont rien fait. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on est souvent on est dans la même situation que nous aussi. On ne fait rien pour les autres parce qu'on s'intéresse bien plus à notre histoire, sans réaliser que l'histoire de l'humanité, c'est aussi pour les autres. Et donc finalement, si on arrive à aider les autres, et si les autres font la même chose, on va arriver à s'entraider et à être plus efficace, même sur le plan stratégique. Parce qu'imaginez par exemple, nous on est pas trois. Chacun s'occupe de son génocide. Eh bien c'est un pour chacun. Si maintenant on décidait que chacun s'occupe des autres, eh bien lui pour deux, moi pour deux, elle pour deux. Et finalement on aurait deux peuples pour chacun des génocides. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que nous montre en fait ce genre de technique, c'est que si les victimes et les innocents, dans le cadre de la justice, je veux dire au niveau des justes, s'unissent et analysent de façon plus stratégique et plus géopolitique les processus qui sont mis en place pour éliminer des peuples, eh bien on aura une meilleure efficacité pour arrêter ces processus avant qu'ils soient actifs. Voilà ce que je voulais vous dire, je laisse la place à Hilda. Voilà, merci. Hilda, vous avez 25 minutes. Comme Nikos.
Les minutes de Nikos sont un peu plus longues. Alors merci Nikos pour cette introduction très